Jeudi 6 novembre 2025, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, un cas d'intoxication alimentaire s'est produit mardi matin dans une école privée de Tulunguina dans le district de Dikungu. Selon les informations, 16 élèves ont été touchés. Tous ont reçu des soins médicaux et leur état de santé n'inspire plus d'inquiétude d'après le personnel soignant sur place. Les détails avec Mère Volasferen. D'après les explications provenant d'Ikungu, un marchand situé devant cette école privée proposait des beignets appelés barazi. Pour leur préparation, il aurait utilisé de la poudre de jus en remplacement de sucre dans la pâte. Après en avoir consommé, les élèves ont commencé à vomir, souffrir de diarrhée et présenter des signes de faiblesse, ce qui a nécessité leur évacuation vers le centre de santé. Parmi les 16 élèves touchés, on compte 12 filles et 4 garçons. Tous ont reçu les soins nécessaires et leur état est désormais stable selon les autorités sanitaires locales. Une enquête a également été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire. Toujours dans la page faits divers, 9 mois après le meurtre de Narinanjian Nina Ranivoirvouni, connue sous le nom de Rassazi Narinja, maire élue de la commune de Mangatabuang dans le district d'Ambatoufinanjan, la cour criminelle ordinaire a rendu son verdict hier après plus de 7 heures de procès. 3 accusés ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés, parmi lesquels l'ancien président de la délégation spéciale qui avait précédé Rassazi Narinja ainsi que 2 autres hommes. Les 3 condamnés devront également verser une amende de 100 millions d'ariars à titre de dommages et intérêts à la famille de la victime. 15 autres personnes mises en cause dans le frère cadet de la mère défunte ont été acquittées au bénéfice du doute. À noter que la mère de Rassazi Narinja s'était constituée partie civile dans cette affaire. Un bœuf infecté par la rage a été abattu clandestinement dans la localité de Mananda, Zouambonge, dans le district d'Issange, dans la nuit du 4 novembre dernier. Lors de l'inspection effectuée par les forces de l'ordre en collaboration avec les services vétérinaires, il a été constaté que l'animal présentait des signes suspects de rage. Sa viande était sur le point d'être mise en vente et certaines personnes en auraient même déjà consommé. À la suite de l'examen, le bœuf a été enterré. Les autorités ont recueilli l'identité de toutes les personnes ayant déjà mangé la viande et les vétérinaires leur ont donné des consignes sanitaires. La tête de l'animal a été envoyée à Fenaransu pour des analyses afin de confirmer la maladie. Et le directeur général de la société Secren a présenté sa démission mardi dernier. À la suite de cette décision, le conflit au sein de l'entreprise s'est apaisé. Les employés ont accepté de reprendre le travail après le départ du directeur général. Hier, une délégation de l'OMC d'Antsran, conduite par le préfet Hermine Tirnar, s'est rendue dans les locaux de la société pour constater la situation sur place. Il a également été rapporté que le directeur des ressources humaines de la Secren a lui aussi démissionné. Cependant, la validation et le remplacement du DRH devra attendre la nomination du directeur général intérimaire par le conseil d'administration. La même attente concerne la situation des employés partant à la retraite. Hier, les employés de la Secren ont organisé une marche depuis leur lieu de travail jusqu'à la place Ritz pour exprimer leur satisfaction. Dans le reste de l'actualité, la formation des médecins malagasy en matière d'analyse des tissus et des cellules se poursuit. Le programme en est actuellement à sa 6e session menée en collaboration avec des spécialistes sud-coréens dans le cadre du Global Project initié par l'ONG WELL. La nouvelle session a débuté hier à la JRA et s'adresse aux médecins malagasy. Reportage. Selon les explications, l'analyse des tissus et des cellules constitue une étape essentielle permettant d'établir un diagnostic médical précis dans plusieurs types de maladies. Cette méthode ne concerne pas uniquement le cancer, mais également d'autres affections cellulaires et tissulaires, d'où la nécessité de renforcer les compétences des médecins malagasy dans ce domaine. C'est dans cette optique que cette formation a été mise en place. La 6e session a été lancée hier à la JRA. Le Global Project, conduit par l'ONG WELL, a permis d'organiser cette formation en partenariat avec des experts sud-coréens spécialisés dans le diagnostic des tissus et des cellules. Dans le cadre de cette formation, l'ONG WELL a également remis des équipements médicaux destinés à être utilisés au sein des CHU et des CHRG du pays.
Les missions des policiers chargés de la circulation ne seront pas supprimées, mais leurs activités feront l'objet d'une amélioration. Cette amélioration portera principalement sur la sensibilisation et l'éducation des usagers de la route afin que chacun assume sa responsabilité dans le respect du code de la route pour le bien de tous. Felnar Soulf nous en dit plus. Les policiers chargés de la circulation ne seront pas suspendus de leurs fonctions, a déclaré aujourd'hui le directeur général de la police nationale lors d'une conférence à Anos. Cependant, des décisions ont été prises afin d'améliorer leurs prestations suite aux nombreuses plaintes reçues à leur sujet. Ces mesures viseront principalement à renforcer la sensibilisation et la formation des policiers de la route pour en faire des citoyens modèles et responsables, selon les explications. Des campagnes de sensibilisation et d'éducation seront également menées auprès des usagers de la route, afin que chacun prenne conscience de ses responsabilités et évite les infractions sans attendre d'être surveillé par la police nationale. Ainsi, le nombre de policiers déployés sur la voie publique sera augmenté dans le but de renforcer la sécurité, la sensibilisation et le respect du code de la route. Les missions habituelles comme le contrôle des papiers des véhicules et des deux roues se poursuivront. Des mesures strictes seront prises à l'encontre des contrevenants. L'objectif final est de lutter efficacement contre la corruption. Page culturelle, les Azamangs ou Masumbik étaient des esclaves étrangers importés d'Afrique et considérés comme des marchandises à l'époque monarchique. Ils se distinguaient notamment par les infrastructures qu'ils ont construites et qui existent encore aujourd'hui, telles que le Rouva de Madagascar, les tunnels d'Antananarive, deux églises anglicanes ainsi que les escaliers d'Andoualo. Selon les récits de leurs descendants, les missionnaires anglicanes auraient attribué à ces bâtisseurs africains un lieu dans la commune d'Ambujachim, connu sous le nom de Telu Mapkamban. Reportage signé C. Noran Irland. Le 3 mars 1898, 12 Africains appelés Masumbik arrivèrent à Antananarive. Ces esclaves étrangers importés d'Afrique étaient considérés comme des marchandises et échangés notamment contre des armes. Serenchacha et ses 12 compagnons ainsi que d'autres familles africaines qui donnèrent naissance à la communauté des Azamangs installés à Antananarive, un Kafouch et un Banmas à partir de 1898, un ensemble de villages appelés Telmapkamban. Ils se distinguaient par les ouvrages qu'ils ont bâtis durant la période monarchique. Les fidèles anglicanes d'Ambatoaran confirment que les Masumbik étaient des agriculteurs proches à la fois du souverain et des missionnaires anglicanes, notamment Renchach, le leader du groupe. Les habitants des environs connaissent encore aujourd'hui le domaine commun enregistré sous le titre foncier numéro 228H, lieu de rassemblement des grandes familles Azamangs dans la commune d'Ambatu-Ambujechim. Ainsi, l'histoire des Azamangs ou Masumbik garde une place importante au sein de la société locale d'Ambatu-Ambujechim. Dans l'actualité sportive de ce soir, le Bayern Munich, l'Arsenal et l'Inter Milan occupent les 3 premières places du classement général après la 4e journée de la Ligue des Champions en Europe. Cette 4e journée, marquée par 9 matchs disputés hier, en plus de ceux déjà joués mardi, a réservé plusieurs surprises. Voyons ensemble les résultats et le classement actualisé avec Inter Radenerville. Les grands clubs européens ont connu des difficultés face à des équipes considérées comme plus modestes lors des rencontres d'hier. Ainsi, le FC Barcelone n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 3-3 contre les Bruges, deuxième du championnat belge, qui a mené au score à plusieurs reprises avant d'être rattrapé par les Catalans. Chelsea, de son côté, a également été mise en difficulté par le Karabagh d'Azerbaïdjan, match nul 2-2. Autre surprise, Villarreal s'est incliné 1-0 face au Paphos FC, un petit club chypriote. Marseille, pour sa part, a été battu à domicile par Atalanta Bergame sur le score de 1-0 au stade Vélodrome. Parmi les grands clubs, certains se sont tout de même distingués. Manchester City a largement battu Dortmund 4-1. L'Inter Milan s'est imposé 2-1 face à Kairat Almaty de Kazakhstan. Le Bayer Leverkusen a dominé Benfica de 1-0. Newcastle a battu Athletic Bilbao de 1-0. Et l'Ajax Amsterdam a été balayé par Galatasaray
3-0 avec un triplé du Nigérian Victor Osimhen, élu homme du match. À l'issue de cette 4e journée, le Bayern Munich, Arsenal et l'Inter Milan occupent les 3 premières places avec 12 points chacun. Manchester City est 4e avec 10 points, tandis que le PSG, Newcastle et Real Madrid, ainsi que Liverpool complètent le top 8, tous qualifiés directement pour les 8e de finale. Dans la deuxième partie du tableau, de la 9e à la 24e place, on retrouve des clubs qui disputeront les barrages d'accès aux 8e, parmi lesquels Barcelone, Tottenham, Dortmund, Chelsea et Monaco. En revanche, plusieurs grands noms sont déjà éliminés, Marseille, la Juventus, Villarreal et même l'Ajax Amsterdam, banc dernier du classement. Il reste encore 4 journées de phase de groupe avant de connaître les clubs qui se qualifieront directement pour les 8e de finale et ceux qui devront passer par les barrages. La 5e journée est prévue les 25 et 26 novembre prochains. Dans les actualités internationales de ce soir, en Inde, la décision de l'administration Trump d'augmenter à 100 000 $ les frais de demande de visa H1B provoque la déception de nombreux jeunes diplômés. Ce visa qui leur permettait de travailler aux États-Unis devient désormais hors de portée pour la majorité d'entre eux. France 24. Dans le sud de l'Inde, ces étudiants en informatique espéraient il y a encore quelques semaines faire un jour carrière aux États-Unis. Un rêve stoppé net par la récente décision de Donald Trump de porter à 100 000 $ le prix du visa H1B. C'est une grande déception. S'installer aux États-Unis est déjà stressant car l'éducation coûte très cher et nous devons souscrire à des prêts pour y étudier. Désormais, le visa est hors de prix, sans même avoir la garantie de l'obtenir après avoir déposé notre demande. En 2023, les étudiants indiens représentaient à eux seuls 70% des 400 000 visas H1B émis par les États-Unis. Ces visas de travail sont généralement financés par les entreprises américaines elles-mêmes pour embaucher des étrangers dans des secteurs de pointe tels que la médecine, l'ingénierie ou encore l'informatique. Face à l'incertitude de pouvoir travailler ou poursuivre des études supérieures aux États-Unis, de plus en plus de jeunes diplômés se tournent vers d'autres pays, et notamment vers l'Europe. C'était mon rêve de me rendre aux États-Unis pour mon master, d'y vivre une vie incroyable, de vivre mon rêve américain. Désormais, je me renseigne pour m'installer aux Pays-Bas. Il y a de bonnes opportunités et ils ont des universités parmi les meilleures au monde. Mais pour des milliers d'Indiens, les États-Unis restent la destination de prédilection. Ce temple hindou est devenu un lieu de pèlerinage pour celles et ceux qui ont obtenu un visa par le passé et qui espèrent en avoir un nouveau. C'est le cas de Suresh Kumar. C'est la 3e fois que je viens ici après avoir déposé une demande de visa. La toute première fois, c'était en 2007 pour un visa étudiant. Je n'y croyais pas spécialement et pourtant j'ai obtenu mon visa sans problème et rapidement. Là, je viens de déposer une demande de visa d'affaires. Pour de nombreux experts, les restrictions de l'immigration américaine pourraient ralentir la fuite des cerveaux que connaît l'Inde depuis 2 décennies. Charge à New Delhi d'inciter ces jeunes talents à rester dans le pays. Et le Premier ministre belge a réuni aujourd'hui en urgence un conseil national de sécurité après de nouveaux signalements de drones aux abords de grands aéroports qui ont entraîné la fermeture de l'espace aérien dans la nuit de mardi à mercredi. France 24. Il est 20h mardi soir quand, après un signalement de drone, le trafic aérien est interrompu au-dessus de l'aéroport Bruxelles-Zaventem, le premier de Belgique. Même chose, 2 heures après, cette fois à Liège. Résultat, des dizaines de vols commerciaux annulés, des centaines de passagers contraints de passer la nuit sur place. J'ai resté jusqu'à 2h30 hier soir ici, dans l'aéroport. Personne n'occupe, personne ne nous guide qu'est-ce qu'on doit faire. Nos bagages, on ne peut même pas récupérer. Personne qui occupe et tout le monde fermait son guichet, il est parti. Si la situation devrait se normaliser dans la journée, malgré une quarantaine de vols annulés, la société exploitante a été prise de court par le survol de drones. Je suis ukrainienne et je suis très inquiète de voir maintenant, au cœur de l'Europe, des drones surgir de nulle part, sans que nous ayons pour l'instant les moyens de les empêcher ou de les renvoyer. Après le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, la Belgique est à son tour confrontée à une multiplication de survols au-dessus de lieux ou d'infrastructures sensibles, comme la base militaire de Kleine-Brogel le week-end dernier, une base qui abrite des armes nucléaires américaines pour le compte de l'OTAN. Début octobre, c'était un autre camp militaire, Elsenborn, près de la frontière allemande, qui connaissait le même sort.
Le ministre de la Défense, Theo Franken, refuse de pointer du doigt la Russie, mais évoque des opérations coordonnées menées par des professionnels pour semer la panique et déstabiliser la Belgique. Souvent accusée par d'autres pays, Moscou nie toujours toute implication. Le 10 novembre prochain s'ouvrira la COP30 au Brésil, à Belém, ville d'Amazonie, alors que le poumon vert de la planète est menacé par la déforestation et la pollution. Parmi les causes, l'orpaillage. En effet, l'or est une ressource naturelle pour faire fonctionner nos téléphones et nos ordinateurs. En Amérique du Sud, le Pérou en est le premier producteur. Et alors que les cours de l'or atteignent des records, les mines artisanales tournent à plein régime, polluant au passage la forêt amazonienne. Pourtant, certaines tentent de réduire l'impact environnemental de leurs activités et de proposer un or propre. France 24. En surface, la forêt amazonienne, l'une des plus grandes réserves de biodiversité de la planète. Sous le sol, des filons d'or, minerai très prisé. Nous sommes à Madre de Dios. Depuis une quinzaine d'années, cette région, au cœur de l'Amazonie péruvienne, est devenue une mine d'or à ciel ouvert. Sur les rives du fleuve, des exploitations comme celle de Lucila Huanca extraient sans relâche le précieux métal. Cette tranchée, c'est celle de l'année 2025. Lucila est propriétaire de sa mine depuis 15 ans. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle autre. Sous ses gravats est caché l'or tant convoité. La pelleteuse sort les gravats couche par couche et elle remplit ce camion pour qu'il soit nettoyé. Pourtant, cette exploitation est différente. Ici, on extrait l'or, certes, mais dans le respect des ressources naturelles. Nous, on veut faire de la mine consciencieusement. On sait que l'arbre nous donne la vie. Ça nous donne de l'ombre, ça nous donne de la fraîcheur. On fait en sorte d'être responsable. C'est notre vision. On ne peut pas laisser à nos enfants un grand désordre. Vu du ciel, l'impact environnemental des mines apparaît clairement. En 40 ans, 1400 km² ont été déforestés dans la région, selon les images satellites des scientifiques. Les fleuves aussi sont déviés, car l'activité minière est très gourmande en eau. Notamment pour alimenter cette chute qui nettoie la terre récoltée au préalable. Alors Lucila a mis en place un circuit d'eau fermé. Une partie des résidus qui est une sorte de boue, on la stocke ici, dans les trous d'où on a tiré la terre aurifère. L'eau est ensuite drainée et on la pompe une fois propre. Mais le problème principal est lui invisible à l'œil nu. C'est le mercure qui permet d'amalgamer l'or. Claudia Vega est scientifique. Depuis 2016, elle mesure la concentration de mercure dans la région. C'est dans des étangs comme ça qu'on collecte les poissons. En orange, c'est le taux de mercure des poissons dans les zones minières. Les niveaux de mercure sont bien plus élevés là-bas. Or, le mercure fait partie des 10 substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement, selon l'OMS. Mais dans les régions minières, il est partout. On a étudié le mercure dans les zones minières et on a comparé les résultats avec ceux des zones non polluées. Et ce qu'on voit, c'est que la concentration de mercure peut être multipliée par 3 ou 5. Que ce soit dans les chauves-souris, les poissons ou les oiseaux. Les mineurs aussi peuvent être contaminés. Et en plus, comme le mercure contamine les poissons, si les gens en mangent, ils sont contaminés à leur tour. Des alternatives au mercure existent. Dans la concession de Lucila, il est remplacé depuis 2 ans par cette table gravimétrique, sorte de tamis géant muni d'aimants qui sépare l'or des autres minéraux. On amène les sédiments ici et on les fait passer sur cette table. Il faut les faire passer plusieurs fois jusqu'à obtenir le sable qu'on vient ensuite consolider. Les paillettes d'or agglomérées sont ensuite fondues pour être vendues. Il y a des jours où on peut sortir 8 grammes ou jusqu'à 20 ou même 25. Ici, il y a 15 grammes. Le processus est plus coûteux. Lucila a dû investir 6 000 € dans cette table. Et il faut aussi plus de temps pour récupérer tout l'or. Avec le mercure, on récupérait quasiment 90% de l'or directement. On ne récupérait pas non plus la totalité. Mais avec cette table, on est plus aux alentours de 80%. Le reste repassera sur la table pour éviter les pertes.
Pour réaliser tous ces changements dans sa concession, Lucila a pu compter sur un réseau de femmes mineures qui veulent faire bouger les choses. Ensemble, Lucila, Victoria et Griselda ont reforesté ces zones déjà exploitées pour minimiser l'impact de leur activité. Cet arbre, par exemple, c'est la topa. Il va beaucoup grandir et quand ses feuilles tomberont au sol, elles vont le nourrir. Mais si elles s'entraident et savent que leurs aménagements sont salutaires, elles peinent encore à valoriser le fruit de leurs efforts. Les bonnes pratiques que nous mettons en place ne sont pas reconnues par l'État. Et l'autre problème, c'est de réussir à vendre cet or qui demande beaucoup de travail à un prix juste et sur un marché qui soit prêt à accepter ce prix juste. On fait de l'or propre, mais quand on veut le vendre, on nous paye le même prix que pour l'or sale. Il n'y a pas de prime ou alors juste un sol par gramme. Leur voix a fini par porter et elles ont réussi à se faire connaître dans la région. Au point que très récemment, une femme a accepté de les aider. Myriam Baez, joaillière et acheteuse d'or. C'est l'or de Victoria. Il y a 24,7 grammes. Ça fait 9015 soles. Et avec ça, on va faire ces modèles. Elles partagent le combat des mineurs pour l'environnement et la santé. Et payent plus cher leur or, car elles savent que leur combat est juste. Je trouve ça génial. Et je trouve ça très important qu'elles produisent cet or propre. C'est un peu plus cher, justement parce que c'est plus laborieux à faire, ou au moins plus dur de séparer l'or. C'est à peu près 15 à 20 soles plus cher le gramme. Le chemin vers un orpaillage responsable est encore long. Mais certains pays voisins du Pérou s'engagent déjà dans cette voie. La Colombie et l'Équateur, par exemple, ont d'ores et déjà interdit le mercure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon site de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.